Bonjour à toutes et à tous. Nous voici de nouveau en présence pour finaliser le projet des vidéos autour des généralités sur la relation d'aide. Merci de votre fidélité. Donc je voudrais, on a vu dans la précédente vidéo, la session dite 4, on a vu les concepts philosophiques et éthiques qui étaient les fondements de cette approche dite centrée sur la personne. On a vu dans les premières vidéos, sessions 1, 2 et 3, les trois attitudes dites fondamentales sur lesquelles on va très rapidement revenir tout à l'heure. J'aimerais continuer la session 3 autour des généralités. Je terminais la dernière session, donc la session 3, sur la question du pouvoir, la question du pouvoir dans les mains de l'aidant. Et je terminais aussi par cette grande question, mais comment on peut faire tout ça? Alors, je voudrais un tout petit peu défricher. Je vous rappelle encore une fois que se former à la relation d'aide, c'est pas juste écouter deux vidéos. Je vous parlerai d'ailleurs en fin de parcours des formations qui vont se faire très prochainement à l'île de la Réunion, voilà. Et en France, certainement. Donc, il faut, c'est une vraie formation. Je disais, je crois, dans une des vidéos, que la qualité empathique peut être d'une certaine façon innée grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs, mais ça n'est pas suffisant. Les neurones miroirs expliquent d'une certaine façon la facilité avec laquelle nous pourrions approcher le monde de l'autre, voire nous identifier, c'est certainement aussi la problématique des neurones miroirs, mais la qualité de compréhension empathique, ce n'est pas ça, et il faut remettre souvent le métier sur le tapis, sur l'établi, je ne sais plus le terme. Voilà, alors, donc, voyons un peu comment on va s'y prendre. Alors, je vais essayer d'être clair, assez résumé, et puis si ça vous dit, vous expérimenterez, on verra un peu comment. Alors tout d'abord, bien sûr, au niveau des compétences, au niveau des attitudes, au niveau de ce qu'il faudrait mettre en place pour commencer à écouter et éventuellement aider, mais aider dans la perspective de favoriser le climat pour que la personne puisse venir à son propre monde et trouver éventuellement, si tel est le cas, des solutions à sa problématique. Donc on a vu les attitudes, les trois attitudes fondamentales. J'aimerais juste revenir sur ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que on va déjà un peu écarter un certain nombre de choses. Écouter, voire aider, mais écouter dans la perspective d'une écoute qu'on appellera active, eh bien, Janine Pilot de Jalma a écrit un très joli article qui s'appelle L'accompagnement de la souffrance en fin de vie, et je voudrais revenir sur ces quelques points qu'elle met en valeur par rapport à à ce que n'est pas l'écoute. L'écoute, c'est surtout enfin la non-écoute. L'écoute est entravée, surtout d'un point de vue technique, par des choses qu'on veut faire trop vite. Je l'ai déjà dit, je le redis parce que je crois que quand quelqu'un vous demande de l'aide, plus ou moins de façon intense, il vous met dans cette situation d'aller vite parce que vous allez vite penser que si vous faites rien, ça va être grave pour la personne. Et je comprends, c'est une vraie pression. Mais nous allons voir qu'aller trop vite, d'ailleurs, vous avez tous et toutes eu ce problème quand vous n'allez pas très bien, quand vous avez envie de vous ouvrir à des amis, quand vous avez, voilà, vous vouliez partager. Voilà, si on vous répond trop vite, vous sentez que ça n'est pas du tout
ce que vous aviez demandé. Alors, qu'est-ce qu'on ferait trop vite? Qui sont encore une fois des choses très naturelles et sur lesquelles il faut travailler si nous voulons nous engager sur la perspective de l'aide. Alors la première, bah, c'est pas dans un ordre d'importance, hein, comme ça, je les offre comme ça. Le premier point, c'est de vouloir et essayer de voir là, en m'écoutant, si c'est des choses que vous faites, hein, puisqu'on est un peu dans l'aspect technique et que je ne vous ai pas vraiment en direct, je vais vous inviter à travailler un petit peu pendant l'écoute de cette vidéo. Alors, une des premières choses, c'est réassurer, consoler trop vite, hein. C'est vraiment l'idée, par exemple, de dire mais non, ne t'en fais pas, c'est peut-être pas grave, tu vas t'en sortir. Alors, ça peut être très bon à certains moments, hein, mais si vous le faites trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne ne va pas se sentir entendue là où elle est, hein. Si elle vous dit, par exemple, que elle ne peut pas changer quelque chose de sa vie, si elle vous dit qu'elle est dramatiquement touchée par des situations, euh, euh, lui dire, tu vas voir, ça va s'arranger. Hein, je pense que vous avez tous vécu ça. Si on vous répond ça, vous avez envie de dire bon ben merci, merci, oui, ben je vais voir, hein. Vous voyez, ça plombe l'ambiance, hein. Il y a deux hypothèses. La première, c'est que la personne dise ben merci de ton soutien, hein, puis elle s'en va. C'est-à-dire qu'au fond, ben, elle a rien appris d'elle-même, hein. La deuxième hypothèse, c'est qu'elle reste là, mais en même temps, elle se ferme. Elle se ferme parce que, vous allez voir, tout d'un coup, elle dit plus rien, hein. Ben pourquoi elle dit plus rien? Ben parce que elle n'a pas été vraiment entendue, donc elle se dit, ben, peut-être qu'il va, du coup, il ou elle va me dire plus de choses sur comment ça va s'arranger, hein. D'ailleurs, ça crée ce processus-là, comme les autres d'ailleurs, vont créer ce qu'on appelle plutôt une dépendance, hein. Mais ça, on va y revenir dans l'autre partie technique. L'autre chose que nous faisons très naturellement, assez rapidement, trop rapidement, c'est d'argumenter, d'informer, voire d'intellectualiser, ça dépend bien sûr de notre structure, trop vite, hein. Oui, c'est parce que ceci, cela, mais tu crois pas qu'elle ou il, on propose des, des, des arguments euh, trop vite, hein. Quelquefois, encore une fois, tout n'est pas à jeter, hein. Quelquefois, on va le voir dans la compréhension empathique. On va sentir qu'on pourrait relier un élément à un autre, mais c'est parce qu'on aura écouté, écouté et écouté toujours. Et ces éléments, ce n'est pas notre propre interprétation qui va le faire, mais ce sont vraiment des éléments que la personne aura dit, hein. Donc, argumenter trop vite, intellectualiser, on peut même aussi apporter une information trop vite, oui, mais alors je pense particulièrement dans cet article, il est question bien sûr des personnes en fin de vie, donc apporter trop vite une information sur l'état, par exemple, de l'avancée du cancer, c'est pas du tout adapté, hein. Troisième point que nous faisons souvent trop vite, selon bien sûr encore une fois notre propre structure, c'est l'humour, hein. C'est l'humour ou alors nous dévions, hein. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un nous dit quelque chose, puis hop, on a une petite pointe d'humour, hein, alors ça toujours pareil, ça comme but pour nous, pensons-nous, d'alléger, hein, de sortir un peu la personne de là où elle est. Ben oui, mais non, parce que si vous la sortez de là où elle est, vous voyez que vous influencez ce processus, hein. Et puis surtout, vous ne laissez pas la personne dire ce qu'elle a vraiment à dire, surtout quand c'est fait trop vite. L'humour a aussi, vous savez, bon, je connais bien ça parce que j'ai une capacité d'humour qu'il faut quelquefois que je contrôle. Eh bien, l'humour, il peut
esquiver trop vite. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, vous êtes en train, je sais pas, vous êtes en pleine souffrance, exploration forte, la personne est là et vous avec mais pas suffisamment, et du coup, il vous vient une petite note d'humour en pensant, voilà, ça va un peu. Eh ben, c'est un mécanisme assez défensif, hein, qui sort la personne de là où elle est, et forcément, par rapport au processus, c'est pas très bon. Alors, encore une fois, c'est toujours dans le domaine du trop vite. Quelquefois, il est bon d'apporter une note d'humour pour alléger quelque chose, et c'est fort heureusement d'ailleurs très bien. Euh, L'autre chose que nous faisons trop vite, et ça, vous devez certainement connaître ça aussi très bien, hein, c'est le conseil et la solution. Hein. C'est-à-dire que, et on va le voir tout de suite dans ce qu'on appelle les attitudes de porteur, quand quelqu'un vient vous voir, euh, forcément vous sentez qu'elle vient vous voir pour avoir des solutions. D'ailleurs, quelquefois, elle vous le demande. Hein. Donc, ben, vous y allez. Hein. Vous dites, ben voilà, moi je pense à ça, je pense à ça et je pense à ça. Et puis même, tiens, je vais vous prendre un rendez-vous si vous voulez, ou j'ai des noms à vous donner. Enfin, oui, c'est beaucoup trop vite. Parce que, en particulier par rapport aux propositions de non. Hein. Moi, je dis toujours, si la personne vient vous voir, c'est que c'est vous qu'elle vient voir. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Hein. Euh, Par exemple, quelqu'un dit, ben, vous en avez parlé au psychologue ou hein. Ben, écoutez, cher ami, si elle en avait parlé à quelqu'un d'autre, ou si elle avait besoin de parler à quelqu'un d'autre, elle ne serait pas venue vous voir. Hein. Donc considérez que cette personne et peut-être vient vous voir parce que vous êtes la dernière personne avec qui elle pourrait explorer ce qui la mobilise. Hein. Donc évitez de donner des solutions trop vite. Hein. On va voir que la solution, moi je l'ai jamais vraiment vu aider. Hein. Mais bon, j'ai pas tout vu. Hein. Bien sûr, les dernières choses, juste un petit point de détail, le conseil, la solution, ça engage à vite aller dans l'action. Hein. On se réfugie dans l'action. Hein. On pousse l'autre à prendre des rendez-vous, à faire ceci, à faire cela. L'autre chose que nous faisons trop vite, souvent, et qui concerne l'accueil positif inconditionnel, hein, c'est que nous allons juger, moraliser trop vite. Hein. Il y a beaucoup d'exemples, hein, c'est-à-dire, ah ben franchement, ce que vous faites là, c'est pas, voilà, pensez à vos enfants, c'est pas très beau, c'est pas très bien, ou c'est très bien, c'est trop vite. Dès que nous positionnons comme des évaluateurs, c'est-à-dire que nous décidons de ce qui est bon ou mauvais pour l'autre, ça va limiter le champ d'exploration. Hein. Encore une fois, quand c'est fait trop vite. Il n'empêche que plus tard dans la relation, quand la relation sera installée de confiance, on peut peut-être, par exemple, donner des choses plus positives à l'autre. Hein. On peut renforcer ce qu'on appelle des ressources, mais ça c'est une autre question. C'est vraiment dans le processus et c'est encore autre chose. Voilà, et puis ce que nous faisons toujours trop vite, et ça c'est vraiment valable pour tout à chacun, pour moi encore de temps en temps, hein, c'est questionner. Hein, parce que la personne vient à nous comme une inconnue. Hein, donc nous sommes quelquefois emportés trop vite à mieux la connaître, mieux la rencontrer, connaître son histoire, tout ça, tout ça. Hop, on oublie. Hein, on oublie. Parce que vous savez, si on dit qu'il faudrait qu'on la connaisse mieux, ça veut dire que nous savons, nous, ce que nous devons connaître. Et si vous écoutez, vous allez vraiment voir que la personne vous dit beaucoup de choses qui vous informent au fond sur un certain nombre de choses et vous allez recueillir beaucoup d'informations sans poser de questions. Mais quelquefois, hein, quelquefois, et surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de temps,
quand on a aussi, souvent on questionne quand on a un peu peur de ce qu'on va trouver, hein, donc on questionne sur des thèmes qui nous intéressent encore une fois et qui quelquefois échappent à la vraie question qui va être traitée. Alors, tout ça, tout ce qu'on fait trop vite, ça me permet de faire le lien avec un autre aspect, un petit peu l'inverse de ce que je viens de dire, enfin pas l'inverse, mais comment ça va s'exprimer dans une relation, dans un entretien, c'est-à-dire la relation elle est quand même plutôt à deux, on l'a vu, donc ça va être plutôt prendre la forme d'un entretien. Alors un entretien je vais le cerner, hein. Ce que je vais explorer, ça n'est pas des entretiens d'embauche, ce ne sont pas des entretiens d'évaluation, ce ne sont pas des entretiens de type solution. Enfin, vous voyez, je laisse de côté un certain nombre d'objectifs d'entretien qui ne sont pas liés directement, loin de là, à la relation d'aide, hein. On va voir que ce sont plutôt ce qu'on appelle des entretiens directif. Et là, bien sûr, celui qui va diriger l'entretien a le pouvoir parce c'est lui qui a besoin d'avoir des infos, tout ça. Donc on laisse tout ça de côté. C'est très bien, hein, pour ceux et celles qui pratiquent ça, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la relation d'aide, centrée sur la personne. Donc, on va partir pour comprendre un petit peu mieux les attitudes qui sont intéressantes dans la relation d'aide et qui sont portées aussi par les trois attitudes qu'on a vues précédemment. Porter, donc un collègue de Rogers, et c'est d'ailleurs le grand intérêt du travail de Rogers et de ses collaborateurs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Quand je pense que quand il a été question de reconnaître l'approche centrée sur la personne, particulièrement en France ou en Europe, comme une méthode, beaucoup, à l'époque j'étais investie dans ce travail, et une des grandes questions c'était, pour reconnaître une méthode, il faut des travaux scientifiques portés sur des recherches, voilà. Donc ça a été assez facile, hein, contre toute attente, de récupérer tous ces travaux, et pas tous d'ailleurs, mais on sait que Rogers a posé des bases scientifiques à la recherche de cette approche et de cette théorie. Donc c'était assez facile. Je crois que pour faire un petit coup de patte à l'analyse, on a vite considéré l'analyse comme scientifique. Je ne suis pas certaine qu'elle soit à ce point appuyée par des recherches. Mais ça, c'est un autre débat, peut-être une vidéo entre les différentes méthodes. Donc, Porter était un collaborateur, on va dire un contemporain de Rogers, et Rogers s'est appuyé aussi sur ses travaux pour avancer sur son approche, sur la perspective de l'approche centrée sur la personne, et Porter a défini, en analysant, je crois, plus de 1000 entretiens, a défini que quel que soit le type d'entretien, alors lui était assez généraliste, hein, Rogers a ensuite repris les choses d'un point de vue relation d'aide, mais Porter a plutôt regardé tous les entretiens de quelque nature qu'ils fût. Et il a défini d'une façon très généraliste, fondamentalement, 6 attitudes qui correspondent à pas des manières d'être, mais à des réponses très techniques. Et ça, si ça vous intéresse, vraiment faites-le, regardez un petit peu. Je vous donnerai peut-être des coordonnées pour retrouver, et pour ceux et celles qui ont fait la formation avec moi, vous connaissez, et ceux et celles qui pourraient faire la formation avec moi, on va le refaire en direct. Mais le porteur a défini donc 6 attitudes qu'on appelle séquentielles, hein, c'est-à-dire qu'elles sont prises comme des réponses à un moment donné dans un entretien. Alors, quelles sont ces attitudes dites séquentielles? Alors, dans le désordre, hein, il n'y a pas un ordre d'importance, elles sont toutes utilisées en fonction de l'objectif qui est traité dans l'entretien. Alors, une des attitudes qui va rejoindre d'ailleurs l'introduction que j'ai faite sur ce que ça n'est pas, une des attitudes, c'est l'attitude de enquête. Hein. Donc, c'est le dernier point que je soulevais tout à l'heure, c'est l'attitude d'enquête. Son nom est assez simple à comprendre, ce sont toutes les attitudes séquentielles
Dieu merci, j'espère qu'on ne fait pas ça tout l'entretien, mais pour certains d'ailleurs, ce qu'on appelle les entretiens de recherche d'information, euh, on est obligé de poser des questions. Donc ce sont toutes les attitudes qui visent à en savoir plus sur quoi? Sur ce qui nous intéresse vraiment. Hein. Donc si vous avez l'occasion de voir l'exercice de Porter, vous allez voir que les attitudes d'enquête, qu'est-ce qu'elles font? Elles orientent l'entretien. Hein, c'est-à-dire quelqu'un vous dit quelque chose, vous posez une question parce que vous avez remarqué dans tout ce qui est dit quelque chose qui vous intéresse. Hein. Donc on va partir sur ce thème. Alors bien sûr, une des conséquences, ça sera de déformer, de dévier le processus. Attitude d'enquête à utiliser modérément dans la relation d'aide et des questions très, très ouvertes, ça vaut quand même beaucoup mieux. Deuxième attitude définie par Porter, attitude séquentielle, l'attitude d'évaluation. Alors là aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure dans ce qu'il ne fallait pas faire, moraliser, juger, eh bien l'attitude d'évaluation, ce sont toutes les interventions qui visent à juger ce que dit l'autre, hein, dans le c'est bien ou c'est mal. Les deux axes sont importants. Hein. On pourrait croire que c'est plutôt le c'est mal qui est pas bien, mais le c'est bien, c'est pas mal, c'est pas bien non plus, parce que si vous, la conséquence quand vous positivez de trop, vous dites d'emblée voilà, que ce qu'elle fait c'est vraiment merveilleux, que voilà, oui d'accord elle a des problèmes, mais vraiment que c'est une personne forte, tout ça, ça va la conditionner à, à rester au fond, si elle ne veut pas vous décevoir, hein, à rester la personne forte qu'a priori vous avez découverte chez elle. Hein. Voilà, donc il vaut mieux se passer de tout jugement. Hein. Et puis c'est bien sûr tout ce qu'on a vu dans l'avant-dernière session sur l'accueil positif inconditionnel. C'est-à-dire que tout ce que la personne dit ou fait est digne d'être écouté et non pas d'être jugé. Voilà, pour ce qui est l'attitude d'évaluation, alors les conséquences sont assez délicates. Hein, la personne se sent jugée, bien sûr. Ça peut rompre l'entretien. En général, la personne, si c'est le premier entretien, elle ne va peut-être pas revenir vous voir, hein, si c'est fait trop durement pendant l'entretien. Troisième attitude, l'attitude d'interprétation. Alors l'attitude d'interprétation, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure autour d'intellectualiser, expliquer, tout ça. L'attitude d'interprétation, elle vise à, comme son nom l'indique, hein, apporter une explication au comportement de l'autre ou à ce que dit l'autre, mais avec vos propres grilles. Si je suis analyste, je vais faire une explication sur mais c'est parce que votre grand-mère ou votre père ou votre mère faisait ça, et voilà, ou c'est parce que votre fils ou votre fille, voilà, et c'est ça qui génère. Bon, vous voyez tout de suite que c'est pas toujours aidant, hein, c'est pas toujours aidant, loin de là, et bien sûr la caricature de l'attitude analytique, hein, peut-être vous l'avez connu, moi je cite souvent les années où j'étais infirmière en psychiatrie, il y a de cela déjà très longtemps, dans les années 70, c'était vraiment le grand courant lacanien, et on avait des médecins-chefs qui étaient lacaniens à outrance, et ça devenait fatigant. Hein, ça devenait fatigant parce que tous nos faits et gestes étaient interprétés, et je ne vous dis pas pour les patients. Donc l'interprétation est à manipuler avec beaucoup d'attention. Alors, on va le voir, on pourra le revoir peut-être, mais je l'ai déjà dit d'une certaine façon, dans la qualité, la compréhension empathique, il arrive un moment vraiment où quand on embrasse tout le monde de l'autre, quand on est dans des subtilités, on peut bien sûr éclairer la conscience de l'autre par ce qui était plus en arrière-plan, donc on va mettre au premier plan, donc ça pourrait être quelquefois la qualité empathique. D'ailleurs Kohut, qui était un analyste, a parlé peut-être même avant Rogers de ce qu'il a appelé l'empathie analytique. Donc vous voyez que c'est tout à fait ça peut être compris aussi d'une façon analytique. Voilà, interprétation à éviter quand même,
surtout si la relation n'est pas installée. Ensuite, il nous reste encore plusieurs attitudes. C'est l'attitude de solution. Alors là, l'attitude de solution, on l'a vu, hein, c'est apporter des solutions, mais des solutions qu'on a vues nous, hein, et qui ne sont pas les solutions de l'autre. Hein. Donc ça a quand même souvent la conséquence de casser l'entretien. Mais ça aussi, et pour des soignants, c'est tout à fait visible, ou pour des thérapeutes qui vont trop vite dans les solutions, ce sont des soignants, des thérapeutes, des aidants qui disent mais je comprends pas parce que elle est partie avec, elle était sûre que c'était ce qu'il lui fallait et elle revient et c'était comme avant. C'est-à-dire, je le dis un petit peu de façon caricaturale, il vous dit merci, il s'en va par la porte, mais il revient par la fenêtre. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas résolu. Hein, c'est pas résolu et vous avez apporté des solutions tout à fait intéressantes. Hein. C'est pas du tout votre perspicacité qui est en cause, mais c'est pas du tout les solutions de l'autre. Hein. Donc ça ne sert pas à grand chose. Voilà donc l'attitude de solution. Il nous reste deux attitudes à voir. L'attitude de soutien qui est un petit peu difficile à comprendre. Ça pourrait être dans un premier temps ce qu'il ne faut pas faire au début que je vous disais, réassurer, consoler. Hein. Moi je dirais plutôt que l'attitude de soutien, c'est vraiment soutenir en termes vraiment étymologiques du terme, c'est-à-dire tenir avec. Et l'attitude de soutien, c'est vraiment d'une certaine façon dire à l'autre vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul. Votre expérience doit être aussi partagée par d'autres, mais vous voyez, vous n'êtes pas seul au monde. Hein. Ça nous permet de montrer à l'autre que, en écoutant, en étant là, et montrer au fond son intérêt pour l'expérience de l'autre, peut soutenir, hein, et non pas dire trop rapidement oh là là ma pauvre. Hein, vous voyez, c'est la caricature que donne d'ailleurs Mucchielli dans l'exploration des attitudes de porteur, c'est de dire vous dites à l'autre au fond je connais ça, j'ai déjà vécu. Hein. Voilà. Ben non, j'ai déjà dit plusieurs fois dans ces interventions, dans ces sessions, vous n'avez jamais vécu ce que l'autre a vécu. Hein. Ou du genre, t'en fais pas, ça va s'arranger. Ça, on n'en est jamais sûr. Hein. Donc ne vous avancez pas là où ça n'est pas certain. Voilà, et je vais en terminer par la dernière attitude de porteur, qui est l'attitude de compréhension. Hein. Et alors là, la boucle sera bouclée, c'est-à-dire que de façon séquentielle, hein, on va chercher à comprendre le monde de l'autre, ce qu'on va vérifier qu'on a bien compris. Hein. Donc ça a été un peu sous forme de caricature, mais quand même, je l'ai dit dans la première session sur la qualité empathique, c'est nécessaire de s'y mettre, de le faire dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la reformulation. Hein. C'est-à-dire, et mentalement, pas le dire à chaque fois parce que ça devient quand même un peu embêtant, mais mentalement, on se met dans la situation de penser, si j'ai bien compris, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Et là, l'autre a besoin de sentir que vous êtes en train de comprendre son monde. Donc, dans l'attitude de compréhension de façon séquentielle, on va retrouver de façon séquentielle la reformulation, les différents niveaux de reformulation, et puis le plus ça va être développé, on va retrouver toutes les ressources de la qualité de la compréhension empathique. Voilà, donc pour nous mettre en mouvement dans la relation d'aide, je vous invite, si vous voulez, commencer par, je parlais de relations extraordinaires, mais commencez donc par les relations ordinaires, hein, c'est-à-dire mettez-vous en mouvement pour ne pas expliquer trop vite, pour ne pas donner votre avis trop vite, pour ne pas conseiller trop vite, mettez-vous en mouvement dans cet aspect-là et tentez de proposer plutôt des choses dans l'ordre de la compréhension. Hein. Toutes les attitudes que nous avons vues séquentielles peuvent se retrouver dans un entretien d'aide, pris comme ça, regardé comme ça, hein,
Mais il est bien sûr évident que un certain nombre, si on les retrouve de façon essentielle, importante, vont nous donner une idée de l'objectif et surtout de la dynamique de l'entretien. Donc, toutes les attitudes, évaluation, solution, enquête à trop fort niveau, sont plutôt des attitudes qui vont être essentielles dans les entretiens dits directifs, c'est-à-dire où l'aidant ou l'autre a le pouvoir. Toutes les attitudes d'enquête très, très légèrement, d'interprétation de façon assez fine, de compréhension, de soutien de façon aussi très ouverte, hein, pas caricaturale, vont plutôt aller vers les entretiens de type, comme on a pu le dire, semi-directif, mais moi je dirais plutôt centré sur le problème. Et puis, au fond, si on faisait une échelle, on aurait, ou à l'autre extrême, on aurait des entretiens centrés sur la personne. Voilà, je vois déjà que l'heure tourne, enfin il y a déjà 31 minutes et je sais que c'est toujours difficile d'écouter longtemps. Je voudrais quand même en terminer sur ces généralités qui sont très rapides, très vastes, j'en suis bien consciente. J'espère que ça vous a intéressé, motivé. Donc je disais tout à l'heure que je vais, on parle de formation, donc je vais aller faire une formation à La Réunion fin septembre, puisque ça devait être fin juin, mais malheureusement on a reporté à fin septembre, et puis il y aura peut-être d'autres opportunités en France à un certain moment. Donc si ça vous intéresse, peut-être je vais mettre je crois qu'on peut mettre sur les vidéos quelques informations, donc je vais tenter de vous faire un peu tout ça. Voilà, la prochaine, j'aimerais que ça soit celle, comme je vous ai annoncé la dernière session, celle sur accompagner les couples. Et puis on aura certainement une autre sur l'intérêt de la supervision. Hein. Pourquoi la supervision est si importante dans la pratique de la relation d'aide. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de bien travailler dans ce thème. Et puis à très bientôt. Merci.